enregistre, je vais maintenant passer la parole à Catherine Simon-Paquet, qui est candidate au doctorat en psychologie à l'UQAM et qui s'intéresse principalement aux relations interpersonnelles, au sommeil, à la psychologie positive et au développement humain. Vous la connaissez peut-être aussi pour le podcast de communication scientifique Entropie, qui compte maintenant 8 épisodes publiés. Donc, félicitations pour ça, Catherine. Et ton deuxième épisode a notamment été récipiendaire du premier prix de première édition du concours de vulgarisation scientifique de Science 1 en 2020. Donc, encore une fois, pas mal de rapprochements se fait dans le monde de la communication scientifique. On est bien heureux de voir ça se produire. Aujourd'hui, il nous fait une présentation intitulée « En 2022, osons changer notre vision de la douance ». Et dans celle-ci, elle va nous parler de douance et comment remédier aux inégalités qui y sont associées. Je laisse la parole, Catherine. Merci. Donc, bonjour, merci beaucoup d'être ici ce soir. Ça me fait super plaisir d'être parmi vous. Donc, je voulais commencer en fait en vous demandant de penser à une personne que vous trouvez particulièrement douée ou intelligente. Peut-être que la première image qui vous vient à l'esprit, c'est quelqu'un comme Albert Einstein ou Sheldon Cooper de la série Big Bang Theory. En fait, c'est ça qui sort quand j'ai cherché dans Google. Notre vision de la douance, qui est très blanche et masculine, ça se reflète en fait dans les programmes de douance et aussi dans les études sur la douance. Donc, il y a vraiment un manque de diversité. Puis malheureusement, ça dure depuis des dizaines d'années. Ça fait vraiment longtemps que les scientifiques mettent en lumière le manque de diversité dans ces programmes de douance-là, particulièrement aux États-Unis puis dans le Canada anglais, parce qu'en fait, là-bas, ils ont des programmes de douance et talent depuis vraiment très longtemps. Mais malheureusement, leurs efforts n'ont pas mené à beaucoup de changements. Au Québec, c'est seulement en 2020 que le gouvernement, le ministère de l'Éducation, a publié un document qui s'intitule « Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués ». Donc, avant, les besoins particuliers des élèves doués n'étaient pas nécessairement pris en compte par le système scolaire. Par contre, je pense que dès cette année, c'est important de se poser des questions en tant que société par rapport à l'inclusion des élèves doués dans le système et aussi dans les programmes de douance parce que justement, on veut éviter de reproduire les erreurs qui ont été faites ailleurs. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'efforts scientifiques qui ont été mis dans la compréhension des iniquités qui perdurent dans le domaine de la douance. Par exemple, là, ce mois-ci, en fait, il y a une édition du journal Gifted Child Quarterly, qui est vraiment le plus grand journal scientifique en douance, qui a été dédié entièrement à la question de la sous-représentation de certains groupes marginalisés dans les programmes de douance aux États-Unis, puis aussi ailleurs dans le monde. Puis, dans le même sens, en fait, il y a la conférence internationale de douance, là, qui est le World Council for Gifted and Talented Children, qui portait exactement sur ce thème-là aussi. Dans le fond, ce qui ressort beaucoup là, de la communauté scientifique, c'est que ça fait très longtemps qu'on réfléchit aux théories, à pourquoi c'est comme ça, mais là, c'est comme temps de passer à l'action, de faire des choses pour que ça change. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de changer en fait notre vision de la douance, de la façon dont on l'imagine, dont on se la conceptualise. Tout d'abord, je pense que c'est important de souligner que le but, c'est de cesser d'identifier des personnes comme étant douées ou pas. En fait, selon les experts, c'est vraiment recommandé de regarder des comportements ou des manifestations de la douance, particulièrement en milieu scolaire, au lieu de vouloir identifier des élèves comme étant doués ou non. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans les dernières années à comprendre les critères de la douance. Par exemple, les personnes se demandent est-ce qu'on devrait avoir un QI, un quotient intellectuel minimal? Donc, il faudrait par exemple avoir un QI de 130 pour être doué, ou est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont propres à la douance qui feraient en sorte qu'on a une identification ou pas? Mais tous ces débats-là, au sein même de la communauté scientifique, c'est plus ou moins utile en fait quand on veut poser des actions dans le milieu scolaire. D'autant plus qu'en ce moment, au Québec, pour avoir une évaluation neuropsychologique, ça coûte facilement plus que 2000 $ et on voit que dans les écoles privées, en fait, il y a beaucoup de programmes de douance qui sont développés parce que ces tendances-là, les gens en parlent beaucoup, puis c'est vraiment un besoin qu'on veut adresser. Sauf que il faut vraiment se poser une question, est-ce qu'on est en train aussi de reproduire les iniquités qui sont vues dans les autres pays depuis plusieurs dizaines d'années en faisant ça?
Donc, c'est ça. Les scientifiques espèrent qu'on va changer un peu notre vision de la douance parce qu'en ce moment, beaucoup voient ça comme étant une étiquette ou une catégorie. Donc, on va aller chercher une identification, on va appartenir à un groupe ou l'autre. Donc, on va être doué ou non. Mais ça, c'est beaucoup remis en question, d'autant plus que ce qu'on voit dans les études, c'est que le dépistage peut être fait aussi par les professeurs, les enseignants, enseignantes dans les milieux scolaires, mais que ça mène à beaucoup de biais parce que, par exemple, on voit que les enseignantes vont dépister plus les garçons que les filles. Par exemple, dans une grande étude, on a vu que les professeurs dépistaient seulement 34 des filles, donc ce n'était pas représentatif en fait de la population générale. Puis on voyait aussi une sous-représentation claire là, des communautés noires, hispaniques, des premiers peuples, l'Asie du Sud-Ouest et aussi des différentes minorités, que ce soit orientation sexuelle, de genre. Puis on peut penser à l'intersectionnalité, là, qui est vraiment une théorie qui postule que toutes ces identités-là marginalisées vont s'additionner, puis vont, dans le fond, les facteurs de risque qui vont s'additionner. Ce qu'on espère, c'est que le QI, comme je vous ai parlé tantôt, ou les indices qu'on a de la douance, ça va devenir un repère. C'est pour ça que j'ai mis une image de phare. Donc, un repère pour nous situer un petit peu par rapport à nos intuitions peut-être cliniques, mais que ça ne sera pas un critère, là, que si on a 130, on est doué, puis sinon, non. On veut voir la douance, en fait, comme un processus développemental. Chaque personne a un potentiel qui peut être exploité ou non. Puis l'intelligence, c'est ça aussi. Ça peut être développé. Il y a des gens qui pensent que c'est fixe, que c'est génétique, mais c'est pas ça. Dans le fond, c'est sûr qu'on a un potentiel qui est partiellement génétique, mais on peut le développer. Là, on peut donner des opportunités aux gens pour qu'ils développent leur plein potentiel. Une des façons aussi d'augmenter la diversité là, dans les programmes de douance, c'est de considérer la culture dans l'accessibilité à ces programmes-là ou à l'identification. Comme il y a plusieurs personnes qui vont suggérer qu'on fasse un dépistage qui est universel, donc de dépister tous les enfants dès qu'ils rentrent dans le système scolaire, puis surtout d'utiliser des normes qui sont locales. Parce qu'en ce moment, les normes qu'on va utiliser, ça va être par exemple parmi tous les enfants du Canada ou tous les enfants du Québec, sauf qu'on sait très bien que selon l'école où l'enfant va, le niveau académique ne sera pas le même et les gens qui le constituent ne sont pas les mêmes personnes non plus. Donc, c'est sûr qu'il faut comparer l'enfant avec les gens dans sa classe ou avec les gens dans son école et pas nécessairement à tous les gens du Canada. On suggère aussi d'avoir des critères qui sont plus larges, donc d'inclure le plus de personnes possible dans ces programmes-là d'enrichissement, parce qu'effectivement, les pistes qui sont proposées, par exemple, par le ministère de l'Éducation, sont bénéfiques pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, pas nécessairement ceux qui sont dans la courbe, à l'extrême de la courbe d'intelligence. Donc, on veut aussi, une fois qu'ils sont dépistés, que les enfants qui proviennent de communautés plus sous-représentées veulent accéder à ces programmes-là et aussi qu'ils veulent y rester une fois qu'ils sont dedans. Parce que c'est quand même beaucoup documenté aussi. Par exemple, chez les filles noires aux États-Unis qui sont dans des programmes de douance, souvent, elles vont rapporter qu'elles se sentent isolées parce qu'elles sont toutes seules, mais en plus qu'elles subissent du racisme à l'école ou qu'elles subissent des préjugés, par exemple, que les profs ont des attentes moins élevées envers elles ou de l'intimidation par les pairs, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à comment on peut inclure les élèves doués de différentes communautés dans nos programmes enrichis, puis qu'ils se sentent, puis c'est des garçons qui se sentent à leur place là-dedans. Et une des façons de faire ça, c'est d'intégrer des référents culturels qui sont diversifiés. Donc, d'intégrer des éléments, de montrer aussi des exemples, des modèles auxquels ils peuvent s'identifier. Ensuite, le troisième point, c'était de fournir des opportunités d'enrichissement au plus grand nombre. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, il y a plein de facteurs qui vont affecter le développement de l'intelligence, des habiletés cognitives ou de la performance scolaire. Donc, entre autres, si on pense au préscolaire, la stimulation, c'est super important. Les élèves n'arrivent pas au même niveau en maternelle. Donc, parmi les facteurs qui ont été identifiés, les CPE, les garderies, c'est quelque chose qui est très, très important pour le développement des enfants. Ensuite, il y a des activités parascolaires là, qui sont de l'enrichissement. On peut penser à des choses comme génie en herbe, à des sports, à des arts, à des regroupements qui vont faire la promotion de la culture scientifique. Même chose pour les camps d'été, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, du moins dans les populations plus marginalisées, il y a beaucoup d'enfants qui
prennent du retard durant l'été. Donc, quand ils arrivent à la rentrée scolaire, ils sont en retard sur les autres. Puis, une des solutions, ça serait de faire des camps d'été d'enrichissement. Là. Puis ça, c'est super important. Ce n'est pas des camps d'été pour qu'ils rattrapent ou c'est pas des camps de mise à niveau. C'est vraiment de l'enrichissement. On veut stimuler la curiosité des jeunes. Puis finalement, le quatrième point que je voulais vous présenter, c'était de repenser les objectifs de nos programmes spécialisés en douance. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de programmes qui sont orientés vers les déficits, les problématiques ou les défis que les jeunes vont faire face. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui proposent qu'on adopte plutôt une approche qui est orientée vers les forces des enfants. Fait qu'on identifie vraiment leurs forces puis qu'on essaye de leur permettre de s'épanouir puis de les encourager à développer ces habiletés-là. Puis le but, c'est que les enfants deviennent des leaders positifs dans leur communauté plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche plus transformationnelle. C'est un peu en opposition à une approche qui est plus transversale. Donc, l'élève montre des habiletés élevées, puis là, nous, on va lui donner des opportunités pour qu'il se développe de façon individuelle, puis qu'il performe, si on veut, de façon individuelle. C'est plus l'approche typique, mais il y a d'autres chercheurs qui proposent qu'on utilise en fait une approche qui vise plus aussi les compétences, si on veut, sociales, émotionnelles, de pouvoir faire un changement positif dans cette communauté. Donc, en somme, je pense que ça serait vraiment important qu'on tente de changer un petit peu notre focus, si je peux dire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui essayent de développer un test parfait là, de la douance qui n'aurait pas d'erreur de mesure et qui mesurerait le potentiel inné de la personne, mais ça, c'est très utopique et c'est peu réaliste. Donc, au contraire, il faudrait investir dans un dépistage qui est plus universel aussi, puis dans des normes qui sont plus locales, puis d'intégrer des aspects culturels là, dans le curriculum, comme je vous ai dit, pour identifier le plus d'élèves possible qui bénéficieraient d'accélération, d'enrichissement, de mentorat et tout ça. Ensuite, il y a aussi l'importance de former le personnel scolaire à la différenciation pédagogique, donc d'adapter les enseignements au niveau des élèves, puisque leur niveau varie beaucoup là, au sein même d'une classe, et leur donner surtout des ressources, là, que ce soit financières ou aussi du personnel de soutien. Et voilà, favoriser l'inclusion de tous et toutes les élèves dans les programmes enrichis et investir dans le système scolaire pour que tous les enfants aient les opportunités pour développer leur plein potentiel, incluant ceux qui sont dans des milieux plus désavantagés. Donc voilà, je vous invite aussi à nous suivre parce qu'on commence un nouveau projet qui s'appelle Vérité ou quoi, puis qui va avoir une composante de douance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà. Merci Catherine pour la présentation. Est-ce que, par curiosité, c'est tout toi qui as fait le visuel de ta présentation PowerPoint? Oui. Je dois m'avouer assez épaté, là. C'est directement des publications Instagram qu'on va passer. Donc, c'est tout à ton honneur. Je juste, avant de laisser la parole à notre responsable des communications en or, Marjorie Côté, de prendre une question, je vais juste mentionner qu'il y a un quiz à la fin. C'est juste une question par présentation. Mais il y a quand même un prix en jeu qui est une carte d'abonnement avec une consommation gratuite à votre prochain événement en personne de Bistro Brain. Donc, on vous invite encore une fois de plus à utiliser votre attention pour les présentations. Et je laisse donc la parole à Marjorie. Oui, merci beaucoup, Alexis. Donc, est-ce que les personnes qui ont des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat? Donc, je vais commencer alors. En fait, Catherine, mis à part un haut QI, c'est quoi la douance? C'est ça, c'est une difficile question. Il y a tellement de conceptions différentes de la douance. Là, si on parle plus de l'aspect neurosciences, neuropsychologie, c'est beaucoup le haut potentiel intellectuel, là, donc le quotient intellectuel, une intelligence qui est vraiment exceptionnelle. Mais si on va plus voir du côté du domaine de l'éducation. Là, on voit une approche qui est plus holistique, si je peux dire. Là. Donc, ça va être des aptitudes élevées, mais pas nécessairement ultra exceptionnelles. De l'engagement, beaucoup de curiosité. On voit aussi l'aspect comme de passion, de créativité. Donc, c'est ça, il y a comme un ensemble de caractéristiques qui sont associées à la douance, mais qui ne sont pas nécessairement distinctives. Là, comme souvent, on va parler aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, hautement sensibles, mais ce n'est pas propre à la douance. Là, on retrouve ça aussi dans d'autres conditions. Okay. Merci beaucoup, Catherine. En passant, sinon, Alexis, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'on pourrait faire un fin de partage d'écran pour mieux voir justement Catherine et les autres personnes.
personne. Oui, bon, je pense que le message s'est rendu sans devoir passer par deux autres personnes. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, j'en ai une en réserve. Si on parle de questions intellectuelles, on parle d'autres facteurs, mais est-ce qu'il y a comme des corrélations, tu sais, des curiosités un peu, on pourrait dire, je sais pas, les gens qui ont de la douance, ils mettent leur chandail à l'envers, là, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a ce genre de choses-là, tu sais, qui pourraient peut-être allumer la lumière de parents qui ont peut-être des doutes envers leurs enfants? Mais comme je disais, c'est ça, il y a comme un ensemble de caractéristiques là, qui peut être associé à ça. Là. Souvent, la douance, ça va être dépisté au niveau scolaire parce que l'élève va vraiment se distinguer des autres, par exemple, par sa curiosité, parce qu'il a envie d'apprendre tellement, tellement, tellement de choses, puis qu'il va apprendre rapidement, mettons, il va finir ses travaux plus rapidement. Il y a aussi un aspect qui est intéressant qui concerne les questions, mettons, que l'enfant va poser. Ça peut être à ses parents, aux adultes autour, mais c'est des questions souvent qui vont être tellement plus poussées que ce à quoi on s'attend, en fait, à l'âge de cet enfant-là, ou même avec le vocabulaire qui va être vraiment élaboré puis bien utilisé, dans le sens où l'enfant peut utiliser des formules qu'il a entendues, mais dans un bon contexte. Donc, souvent, ça va comme surprendre les adultes parce qu'ils vont se dire, voyons donc, comment il sait ça? Ouais. D'accord, merci. Nessa, tu as une question? Oui, ben on avait une question. Raphaël se posait la question de est-ce que ça remet en question le fait que ça soit inné, dans le fond, parce que j'ai quand même été surprise par ta présentation, parce que c'est quand même un sujet qui est full discuté en ce moment. Puis je me pose la question, est-ce que ça remet en question, mon Dieu, question. Est-ce qu'on remet en question l'idée même que la douance, c'est quelque chose qu'on diagnostique? Qui nécessite un diagnostic, en fait? Ou est-ce que c'est quelque chose qui émerge dans certains environnements puis qu'on peut favoriser chez la population? Mais je pense que comme n'importe quoi en termes de comportement humain, c'est partiellement génétique, partiellement environnemental. Là. Il y a quand même une base génétique, si je peux dire, là, qui détermine le potentiel là, possible en termes, mettons, d'intelligence. Ça, c'est bien documenté. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui, effectivement, trouvent qu'on ne devrait juste pas identifier des personnes comme étant douées. C'est juste que dans le système scolaire actuel, c'est pas mal nécessaire, mais ça devrait pas l'être. C'est comme les programmes de douance. Les chercheurs s'entendent pour dire que dans un monde idéal, on n'en aurait pas besoin parce que le professeur, mettons, serait capable d'adapter son enseignement à chacun des élèves et à leur niveau de développement. C'est juste qu'en ce moment, dans le système actuel, avec très peu de ressources, c'est juste pas possible. Comme il y a des enseignantes qui font leur gros possible pour enrichir et tout ça, mais quand tu as comme une vingtaine d'élèves, là, je pense que c'est ça le vrai problème. Mais effectivement, je pense que dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin d'identifier ça. Puis sinon, pour l'aspect environnemental, c'est certain que dans des environnements optimaux, le potentiel va se développer. Donc oui, on va avoir des manifestations d'adouance, mais dans un environnement qui est néfaste pour le développement, c'est sûr que là, on risque de ne pas voir les manifestations qu'on voudrait. Puis, moi, je pense que comme champ de recherche, en fait, là, on aurait tout intérêt à mélanger les recherches qui sont faites vraiment sur l'intelligence aux recherches qui sont faites sur la douance. Parce qu'en ce moment, c'est deux domaines parallèles, ce qui est quand même spécial parce qu'on sélectionne nos participants de la même façon. Donc, souvent, on va voir des articles où les critères d'inclusion sont les mêmes, soit le QI très élevé, sauf qu'il y en a qui vont publier dans des journaux d'intelligence, d'autres dans des journaux de douance, puis vont dire des choses complètement différentes. Donc, je pense que c'est là qu'on s'en va comme champ de recherche, d'essayer d'intégrer toutes les connaissances scientifiques qu'on a, puis qu'on pourrait mettre en lien. Là. Merci beaucoup, Catherine. On a une dernière question, en fait, pour toi aujourd'hui, de André Leblanc sur le chat. Est-ce que la politique publiée par le MES fait encore la promotion de ce dépistage des élèves doués ou si cela s'oriente dans la direction que vous proposez? Moi, j'ai vraiment basé ma présentation sur ce qu'eux recommandent. Là. Donc, le ministère de l'Éducation recommande vraiment de regarder les caractéristiques, les manifestations, puis de ne pas catégoriser les jeunes. Donc, le but, c'est vraiment d'élargir le plus possible. Comme je parlais des deux domaines, là, dans le domaine des neurosciences, souvent, on va dire qu'il y a à peu près 3 de la population qui serait douée, mais dans le domaine d'éducation, là, dans le système scolaire, on va élargir ça à quasiment 10 et plus. Là. Donc, on est vraiment plus lousse dans nos critères, si on veut, parce qu'on se dit que ces élèves-là qui sont dans le 10 mettons, supérieur, là, c'est
ils vont tous bénéficier des méthodes d'adaptation, si on veut, d'enrichissement. Merci beaucoup, Catherine. Ben, merci encore une fois, Catherine. Présente Geneviève Beaulieu. Je vais faire une présentation intitulée « Le sport auprès des ados, pour qui ça fonctionne ». Vraiment, après coup, on pourrait penser qu'on aurait pu faire une thématique adolescence, activité physique, quelque chose dans le genre. Bon, le hasard fait bien les choses, dirait-on. Donc, Geneviève, pour la présenter, est finissante à maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et également membre du REMDUS. Elle a toujours aimé le sport et le plein air et adore s'impliquer auprès des enfants et adolescentes. Elle travaille depuis cet été Pour 3 points, un organisme qui offre des formations à des coachs sportifs pour les aider à soutenir le développement global des jeunes. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la gestion des problèmes de comportement des adolescents et adolescentes par le sport et de l'impact des traits de personnalité dans celui-ci. La parole est à toi, Geneviève. Oui, merci. Je vais vous présenter mon écran. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui les fruits de mon mémoire. Donc, le sport, c'est bon pour les adolescents. C'est une phrase qu'on entend souvent, puis c'est vrai. On sait que le sport a des effets sur la santé physique, par exemple, au niveau de l'endurance cardiovasculaire, au niveau des muscles qui se développent. On sait que ça a aussi des impacts positifs au niveau de la santé mentale. Puis, ça peut même contribuer à réduire les problèmes de comportement. Par exemple, les comportements délinquants, les comportements agressifs, les comportements comme l'anxiété ou la dépression. Donc, oui, le sport, c'est bon pour les ados. Mais est-ce vrai pour tout le monde de la même manière? Je me suis posé la question, puis j'ai découvert que non. Prenons 2 enseignants d'éducation physique. On va dire Jean-François qui enseigne dans une école secondaire ou dans une école au régulier, alors qu'on a Martine qui enseigne en centre jeunesse, donc avec des jeunes qui ont commis des actes délinquants. Les élèves des 2 groupes présentent probablement des différences sur le plan de leur trait de personnalité, en fait parce que les jeunes qui ont commis des actes délinquants présentent quelques particularités que je vais vous parler plus tard. Je vais juste m'assurer que c'est clair. La personnalité, c'est des caractéristiques qui influencent les émotions, les comportements et les pensées des gens. Puis c'est des patrons de réaction qui sont plutôt stables dans le temps puis qui décrivent comment une personne a tendance à agir. Donc, les jeunes du groupe de Martine, qui sont des jeunes qui ont commis des actes délinquants, ont plus de chances de présenter de l'insensibilité émotionnelle et de l'impulsivité que les autres. Ça veut dire qu'ils sont probablement plus indifférents aux émotions. Ils éprouvent probablement moins d'empathie, de remords. Probablement qu'ils éprouvent aussi leurs émotions plus en surface. Au niveau de l'impulsivité, ça veut dire qu'ils agissent sûrement plus sans prévoir, avec un sentiment d'urgence ou en recherchant même des sensations fortes. Donc, nos 2 amis enseignants se rencontrent pour discuter d'un programme de course à pied qu'ils veulent mettre en place en pensant aux bénéfices que les adolescents vont en tirer. Puis, ils ont raison de penser qu'il y aura des bénéfices. Je vous en ai parlé précédemment. Mais les 2 amis, les 2 enseignants, en fait, commencent à argumenter à savoir quels jeunes vont bénéficier le plus de l'intervention. Martine sait que les jeunes qui présentent plus d'insensibilité et d'impulsivité ont tendance à réagir moins bien ou à moins bien répondre à différents types d'interventions. Donc, ils font des petites recherches puis ils se rendent compte qu'en fait, la réceptivité a peu été étudiée dans le domaine du sport. On sait seulement que les jeunes plus extravertis ont tendance à mieux répondre, mais on n'a pas d'informations sur l'impulsivité et l'insensibilité émotionnelle. Donc, le débat entre les 2 enseignants fictifs n'aboutit pas. Rassurez-vous, j'ai fait mon mémoire sur le sujet. Donc, pour répondre à la question, on a des ados de 12 à 17 ans des 5 niveaux du secondaire qui ont accepté de répondre à des questionnaires à 2 moments, soit au début de leur programme d'entraînement et à la fin de leur programme d'entraînement. Donc, on en a 308 qui ont répondu au début et parmi ceux-là, il y en a 210 qui ont répondu aussi à la fin du programme. On a posé des questions au niveau des problèmes de comportement les 2 fois. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, de vous expliquer un peu quel type de problème de comportement on a questionné. Puis, on a passé des questionnaires aussi sur l'insensibilité émotionnelle et l'impulsivité, mais seulement à un moment parce que, comme j'ai mentionné, les traits de personnalité sont stables dans le temps. Donc, ce n'était pas nécessaire de leur demander de passer 2 fois.
C'est une majorité de filles et on a des jeunes de tous les âges, comme j'ai dit, qui ont répondu. Le programme d'entraînement, c'était 2 à 3 fois par semaine, en groupe. C'était hors des heures de cours, mais à l'école, puis supervisé par un adulte. Ensuite, les jeunes ont participé à un défi qui est le Grand Défi Pierre Lavoie. Certains connaissent peut-être, mais c'est un relais entre Québec et Montréal qui a lieu au printemps. Avec les questionnaires, j'ai pu dresser des profils. Donc, il a été possible d'étudier les traits de personnalité séparément. Par contre, une personne n'est pas seulement un trait. Donc, je trouvais que c'était plus logique de créer des profils de participants qui se distinguaient. Puis, je suis arrivée à 4 profils. Donc, le premier profil, c'est le profil qu'on appelle un peu discret. C'est possible d'imaginer une personne qui est peu insensible, donc qui est sensible aux autres, et qui est peu impulsive, donc qui va réagir à ses actions. On pense que dans un groupe, c'est une personne qui ne dérange pas vraiment, qui est discrète. Le profil de forte insensibilité, on a 18 participants. En fait le numéro, en parenthèse, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est le nombre de participants. Donc, 18 participants qui étaient classés dans le profil à forte insensibilité. Donc, des jeunes qui avaient particulièrement beaucoup d'absence de remords et absence d'empathie. On a des jeunes qu'on a dit du profil typique qui étaient peu insensibles et peu impulsifs, mais qui avaient une certaine recherche de sensations qui est normale à l'adolescence. Puis, le dernier profil avec les 16 participants, encore là, son nom l'explique bien, donc il y a une forte impulsivité et une forte insensibilité. Si on repense aux élèves de nos 2 enseignants de plus tôt, en fait, les élèves de Jean-François se retrouveraient probablement plus dans ces 2 profils-ci, alors que les élèves de Martine en centre jeunesse se retrouvent probablement plus dans ces deux profils-ci. Maintenant, les problèmes de comportement. Là, j'ai mis un gros tableau, mais je vais vous l'expliquer. Donc, ici, il y a tous les problèmes de comportement qui ont été étudiés au début et à la fin du programme d'entraînement. Et ici, j'ai mis les 4 profils. Et je vais vous expliquer un peu les problèmes de comportement. Donc, on a l'anxiété, le retrait social et la somatisation, qui sont des problèmes de comportement qu'on dit plus intériorisés dans le sens où les manifestations se passent à l'intérieur de la personne. Et on a donc un score ici de problèmes intériorisés, qui est un peu comme l'addition de les autres problèmes qui sont nommés plus haut. Et ici, on a les problèmes extériorisés, donc qui sont des problèmes qui sont plus visibles et qui sont manifestés à l'extérieur de la personne. Ça comprend les bris de règles et les comportements agressifs. Il y a d'autres types de problèmes qui ne sont pas vraiment classés dans les 2 catégories précédentes. Puis, je trouvais important de distinguer les problèmes sociaux et le retrait social. Le retrait social, c'est vraiment d'éviter des situations, tandis que les problèmes sociaux, c'est plus d'avoir une difficulté, donc une volonté d'établir des relations, mais une difficulté à les maintenir. Ce qui est intéressant pour le cas de nos 2 amis, des 2 enseignants, c'est de voir que dans la colonne du profil discret et typique, j'ai mis plus de X. En fait, les X représentent les effets qui ne sont pas dus au hasard. Donc, ça veut dire qu'il y a une diminution des problèmes de l'anxiété chez le groupe discret, alors qu'il n'y a pas de diminution dans le profil forte insensibilité. Ce qui était notable, c'est vraiment que les profils discrets et typiques, donc qui sont les jeunes qui ont le moins d'insensibilité et le moins d'impulsivité, présentent le plus d'effets. Ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a fort à parier que ce sont les élèves de Jean-François qui vont donc bénéficier le plus du programme. Donc, en fait, on voit que c'est ça, les élèves de Jean-François sont ceux qui vont bénéficier le plus du programme et les élèves de Martine en bénéficient un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de faire que les élèves de Martine participent au programme parce que, comme j'ai mentionné, il y a toutes sortes d'effets aussi au niveau de la santé mentale et des effets physiques qui ne sont pas à négliger. Par contre, si on compte seulement sur le programme pour réduire les problèmes de comportement de ces élèves-là qui sont plus impulsifs ou plus insensibles, ça se peut que ça n'ait pas les effets escomptés. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'ajouter ou d'adapter le programme ou d'ajouter des interventions
spécifiques sur les problèmes de comportement qu'on veut diminuer auprès des élèves. Il est possible aussi que, compte tenu que les profils dressés avec les élèves de Martine contenaient moins de participants, il est possible que les analyses que j'ai réalisées ne sont pas arrivées à déceler une diminution significative. Donc, ça se peut qu'il y en ait une, mais qu'elle n'a pas été repérée. Il reste encore beaucoup à découvrir concernant les effets de la personnalité. Mon étude était dans les premières à s'intéresser au sujet. Par exemple, il y a d'autres traits de personnalité qui pourraient être étudiés à ce niveau-là. Mais mon mémoire démontre surtout l'importance de considérer les différences entre les jeunes et dans certains cas, de ne pas seulement miser sur le sport pour réduire les problèmes de comportement, mais aussi d'ajouter des interventions. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions pour elle? Et en fait, j'étais curieuse, tu parles en passant d'intervention qu'on peut rajouter, mais quelle intervention que tu imagines au juste? C'est parce que le programme, en fait, ce n'est pas un programme d'intervention, c'est un programme qui misait vraiment à augmenter les habiletés sportives des jeunes. Donc, si on rajoute des interventions psychosociales, justement, par exemple, au niveau de l'anxiété, bien, quand on voit qu'un jeune est anxieux, on va vers le jeune, on essaie d'en parler, on essaie de mettre des stratégies en place. Même chose pour le bris de règle, il est possible de mettre des stratégies en place, des systèmes d'émulation pour que les jeunes soient motivés à respecter les règlements. Il y avait aussi des problèmes de comportement comme l'agressivité. Ben, si un jeune a tendance à réagir fortement quand il est fâché, ben, de trouver des stratégies avec le jeune pour éviter que la colère se manifeste en agressivité, puis d'avoir l'œil là-dessus, puis avec une certaine stabilité. Donc, vraiment ajouter un effet psychosocial, intervention, c'est un peu ça que je veux dire. Est-ce que ça répond? Donc, en fait, si je comprends bien, donc ça va dépendre de chaque situation. Et justement, là, c'est pas nécessairement c'est pas dans ton ressort, mais c'est avec les personnes qui sont en psychosociaux, qui vont en psychoéducateurs, clairement, qui risquent de plus aider ou des intervenants. Oui, c'est ça. Ce serait avoir, en fait, les intervenants directement dans le milieu c'est ça. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Myriam Lyonnais. Oui, salut. Écoute, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris parce que tu parlais des noms, mais je ne me rappelais pas Jean-François puis Martine, c'était lesquels. Fait que c'est lequel, dans le fond, finalement, qui a le plus d'impact? Oui, mais ce serait les jeunes. Jean-François, j'avais dit que c'était au secondaire, donc des jeunes réguliers, des programmes réguliers qui ne présentent pas particulièrement beaucoup d'impulsivité. Donc, très peu d'impulsivité ou peu d'insensibilité. Parfait, merci. On a une question également de André Leblanc. Je me demandais qu'est-ce qui a motivé le choix de faire un entraînement de course plutôt qu'un entraînement avec un sport d'équipe où il y aurait eu des interactions entre les participants? C'était le programme qui était déjà en place. Donc, j'ai pas choisi les modalités d'entraînement. Comme c'était un sport qui menait à un défi de relais de course entre Montréal et Québec, ben, c'est pour ça que les entraînements du programme sont aussi constitués de courses. Merci. Oui, Nessa? Oui, super intéressant comme recherche. Je me pose la question, je suis vraiment désolée si ça a été dit dans ta présentation, j'ai un peu un problème technologique, mais est-ce que tu as essayé, tenté ou comme proposé des raisons pour lesquelles on voit cette différence d'application, comme pourquoi ça fonctionnerait mieux chez les enfants soi-disant typiques que chez les enfants qui ont plus de comportements entre guillemets problématiques? J'ai pas fait d'analyse à ce sujet-là, mais c'est quand même constant avec d'autres études qui montrent que les jeunes plus impulsifs, ça peut être plus difficile d'interagir avec eux, d'intervenir avec eux aussi. Même chose pour les jeunes qui ont une plus grande insensibilité. Mais j'ai pas... Merci. Super, merci beaucoup. Nous avons également une question de Louis-Philippe Beaulieu.
Oui, je me demandais si ça avait été un différent sport, est-ce que tu t'attendrais à ce que les résultats soient différents pour les différents types de profils? Pour les différents types de profils? Ben, les profils que tu as faits, là, typiques, discrets et... Oui, bien, il y a des études qui ont montré justement que, par exemple, les sports coopératifs ou les sports d'équipe pouvaient avoir des effets différents des sports individuels. Même chose, les sports de combat ou des sports où il y a des contacts physiques peuvent aussi avoir des effets différents que les sports qui n'ont pas de contact physique avec les jeunes. Donc, c'est sûr que je pense que j'aurais probablement eu des résultats différents avec un autre sport. Donc, je pense que tu as pas mal fait le tour des questions concernant la présentation de Geneviève. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Merci Geneviève, encore une fois. Puis merci à vous aussi pour vos questions. On voit vraiment qu'on a stimulé votre curiosité. On espère que la dernière de la soirée va également le faire. Et celle-ci, en fait, c'est une présentation de Lauriane Bédard qui s'intitule Vilaine rafraîche haleine. Et Lauriane, c'est un record de jeunesse à Bistro Brain, 19 ans, étudiante en physiothérapie à l'Université de Sherbrooke. Et il ne faut quand même pas suivre juste à l'âge parce qu'il y a beaucoup de bagages à son actif. Elle adore les sciences, le théâtre, l'animation et organise des événements. On a ça en commun, je crois bien. Elle est très impliquée dans la vie étudiante et donne son 110% dans tout ce qu'elle entreprend. Cela lui a notamment permis de participer à l'Expo Sciences internationale à ni plus ni moins que Dubaï. Et elle va nous parler justement du projet qui a été amené à cette grande ville. Et donc, elle va vous expliquer en fait quels sont les liens entre les nanotechnologies et les gommes à mâcher. Donc, Lauriane, je laisse tout l'espace disponible. Oui, merci pour l'introduction. Je vais juste partager mon écran. Bon, ben, allô, mon nom c'est Lauriane. Comme Alexis l'a présenté, je suis étudiante en première année en physiothérapie. Puis, dans le fond, j'ai présenté mon projet d'Expo Sciences, que je me suis rendue à l'Expo Sciences internationale, qui est par rapport aux particules de dioxyde de titane dans les aliments blancs et blanchissants. Donc, dans le fond, moi, j'ai fait avec une autre personne, ma coéquipière, qui est en pharmacie en première année aussi en pharmacie, à l'Université Laval. Puis, dans le fond, nous, on s'intéressait aux aliments qu'on mangeait, qu'est-ce que ça allait apporter à notre corps, est-ce qu'on a des effets nocifs de tout ça. Puis, plus précisément, on s'est informé, là, puis dans le fond, on s'est intéressé sur la particule, le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est un colorant blanc et blanchissant qui est mis dans les aliments, puis seulement pour le marketing. Donc, mettons que je prends un aliment blanc, comme par exemple des guimauves, que j'enlève la particule de dioxyde de titane, elle va goûter la même chose, ça va être la même texture, c'est juste qu'il va être un peu moins blanc et attrayant. Puis, on s'est intéressé aussi aux nanoparticules, comme qu'on peut voir ici. Dans le fond, la différence entre une particule et une nanoparticule, c'est qu'une particule, c'est plus gros, puis une nanoparticule, c'est une taille inférieure à 100 nanomètres. Donc, dans le fond, comme on peut voir ici sur mon schéma, plus les particules sont petites, plus ils ont une aire de surface de contact grande quand ils sont regroupés, donc plus c'est nocif, et aussi sont plus petites, donc c'est plus facile à rentrer par les pores du corps comme les capillaires, le système neurologique, peu importe. Donc, dans le fond, on s'est intéressé sur la taille des nanoparticules de dioxyde de titane, puis dans le fond aussi, on s'est informé sur le dioxyde de titane, donc le colorant blanc que je vous informais. Puis, premièrement, il figure sur la liste des cancérigènes possibles pour l'homme. Ensuite, il y a aussi une étude sur des rats qui a été réalisée par des chimistes de l'Institut national de la recherche agronomique qui a montré que le dioxyde de titane, ça peut avoir un effet délétère sur le système immunitaire. De plus, selon le site web du gouvernement Canada, il existe un risque potentiel de cancer du poumon associé à la consommation de la dioxyde de titane. Et finalement, des tests in vivo puis in vitro sur des souris et in vitro sur des cellules humaines montrent que le dioxyde de titane, là, dans l'ordre du nanomètre, comme on va parler dans la présentation, a une activité pro-inflammatoire sur les poumons. Puis c'est selon une recherche menée à l'Université de Lausanne et l'Université d'Orléans. Donc, comme vous pouvez voir, le dioxyde de titane, c'est seulement pour le colorant, puis c'est seulement pour le marketing, et c'est nocif. Donc, c'est pour ça qu'on voulait savoir si c'était dans les aliments. Donc, l'aliment qu'on a choisi, c'est la gomme. Comme on sait, la gomme, c'est blanchissant. Même dans la gomme qu'on a choisie, il est écrit « white » dedans. Fait que c'est pas mal blanc.
Puis, dans le fond, on voulait savoir s'il y avait du dioxyde de titane dedans, premièrement. Deuxièmement, la taille des particules. Puis, savoir en quelle quantité elle était. Puis, si c'était vraiment seulement pour le marketing. Donc, on voulait savoir, on comparait l'intérieur et l'extérieur de la gomme. Donc, notre hypothèse, c'est qu'elle va en avoir parce que les gommes sont blanches, mais on pense qu'il va plus en avoir dans la couche extérieure parce que c'est ça qui attrait au public et non la couche intérieure. Puis aussi, on peut voir dans les échantillons, on regarde dans les ingrédients, puis il est écrit colorant. Donc, dans le fond, non seulement les gens ne sont pas vraiment informés de qu'est-ce que le dioxyde de titane peut faire, mais aussi, ils ne savent pas qu'il y en a dedans parce qu'il est écrit colorant dedans. Puis, par exemple, si on compare avec la France, quand il va être écrit, il va être écrit dans les ingrédients, là, le nom du colorant va s'appeler E141, donc les gens vont savoir un peu plus, mais en même temps, si je lis un E141 sur les listes d'ingrédients, là, je pense pas que ça va me donner plus d'informations. Donc, c'est ça. Donc, aussi, comme on peut voir sur la Dancing Ice, il est aussi écrit colorant sur la liste des ingrédients. Donc, premièrement, on a utilisé 3 protocoles là, qu'on a fait en partenariat avec un chercheur à l'Université Laval qui s'appelle Marc-André Fortin en microbiologie, puis en partenariat avec le CHU de l'Université Laval et l'hôpital Saint-François d'Assise, là, qui nous ont généreusement donné plus de 4 000 $ de produits puis de techniques de recherche. Donc, je vais vous les expliquer en gros qu'est-ce qu'on a fait dans les 3 techniques. Donc, premièrement, on a utilisé l'analyse fluorescence X qui va faire en sorte qu'on va utiliser l'irradiation de matériaux au moyen de rayons X. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va lancer un laser de rayons X sur les matériaux, puis selon l'électron éjecté de la couche électronique, ça va nous dire c'est quoi cet élément-là. Donc, ça va nous donner des tableaux puis des photos. Donc, premièrement, on a testé la gomme Excel White, la couche extérieure. Puis comme on peut voir sur le tableau, là, il y a énormément de titane, de dioxyde de titane, dans le fond, là, sur la couche extérieure. Donc, ça prouve que c'est vraiment sur la couche extérieure qu'il y en a et qu'il y a de la dioxyde de titane dans nos gommes. Par contre, comme on peut voir, OK, bien ça, c'est la gomme Dancing Ice, la couche extérieure aussi. Il y en a un peu moins de dioxyde de titane, mais il y en a quand même beaucoup à comparer des autres éléments. Par contre, comme on peut voir, l'intérieur de la gomme n'aura pas beaucoup de dioxyde de titane, donc c'est seulement vraiment à l'extérieur de la gomme. Et aussi, il va y avoir beaucoup de calcium. Puis ça, dans le fond, on n'a pas poussé nos recherches plus loin à savoir si le calcium dans les gommes va être nocif pour notre santé, mais on a une hypothèse que ça ne sera pas vraiment parce que le calcium, c'est très important pour le corps. Donc, on aurait pu poser nos recherches là-dessus. Puis, ça, c'est la Dancing Ice qu'on peut voir. Il y a aussi beaucoup de calcium dans les gommes. Il n'y a pas beaucoup de dioxyde de titane. Ensuite de ça, on a eu des images photos selon les gommes puis les rayons X qu'on a envoyés dessus. Donc, comme on peut voir, ça, c'est tous les éléments qui ont été retrouvés. Puis, la Dancing Ice a beaucoup, l'Excel White, qui a des petits picots là, bleus, a beaucoup plus d'éléments retrouvés sur la gomme. Comme on peut voir, le potassium, c'est les petits points bleus sur l'Excel White, etc. Puis, ça, c'est le titane. Comme on peut voir, la lumière est quand même élevée. Puis, on va avoir des images ici plus claires, dans le fond, que le titane est vraiment retrouvé en plus grande quantité, surtout sur l'Excel White. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est une comparaison intérieure et extérieure de la gomme. Comme notre première hypothèse, c'est qu'elle va avoir plus à l'extérieur de la gomme parce que c'est ça qui attrait au public. Et voilà, on peut vraiment voir là, que c'est vraiment l'extérieur de la gomme qui a du dioxyde de titane, ce qui n'est pas très bon pour notre santé. Ensuite de ça, on a voulu faire un test de l'analyse de microscopie électronique à balayage pour voir vraiment la taille des nanoparticules. Donc, dans le fond, ça, c'est comment ça fonctionne. Ce sera pas bien long. Je vais changer la diapositive. Comment ça fonctionne, c'est qu'on va prendre un bout de la gomme, je vais vous montrer une photo plus tard, puis on va mettre une vraiment petite couche d'or, de la vraie or, là, dessus. Puis comme ça va envoyer, ça va utiliser le principe des interactions électromatières. Fait qu'il va y avoir un rayonnement très puissant d'un faisceau d'électrons qui va être balayé sur l'échantillon. Puis ça va faire en sorte que ça va reconstruire l'image en relief en fonction de l'intensité du courant électrique qui va avoir été propagé par l'or qui a été mis sur les gommes. Donc, comme on peut voir ici, ça, c'était nos gommes qui ont été recouvertes d'or. Donc, on a la Dancing Ice et la Excel White. Puis ça, dans le fond, c'est le résultat qu'on a reçu. Puis ça va être l'Excel White, donc elle qui avait un peu plus de dioxyde de titane. Puis on a pris des grandissements très variés.
Donc, on en a de 50, on en a de 1000, on en a de 5000. Puis, dans le fond, les deux images sont importantes, c'est les deux en bas ici, eux autres qui sont comparés intérieur et couche extérieure à un agrandissement de 5000. Puis comme on peut voir, là, les particules à l'intérieur sont beaucoup plus grosses que les particules à l'extérieur de la gomme. Puis, par exemple, la seule affaire de cette méthode-là, c'est qu'on ne peut pas savoir si ces particules-là, c'est du dioxyde de titane ou ce l'est pas. Donc, ça peut juste nous dire la grandeur des particules selon le grandissement qu'on a fait, mais on peut un peu déduire que c'est peut-être du dioxyde de titane parce que la majorité des choses trouvées à l'extérieur, le coating de la gomme qu'on appelle, c'est des nanoparticules qu'on peut voir, ou la couche extérieure, la photo, grandissement 5000. Et finalement, ça, c'est les images de l'Antantine Ice, l'autre gomme qui contient un peu moins de dioxyde de titane, puis qu'on peut voir, les particules sont beaucoup plus grosses que la XA White en fonction de son grandissement. Et voilà. Et finalement, la dernière analyse qu'on a utilisée, elle s'appelle l'analyse thermogravimétrique. Celle-là, dans le fond, c'est que dans le petit pot qu'on peut voir ici, on a mis nos morceaux de gomme, donc on a encore une fois séparé de l'intérieur à la couche extérieure. Puis, on l'a mis dans le petit cup. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le but, c'était de chauffer, chauffer la gomme. Puis qu'elle fonde jusqu'à temps qu'on ait justement les particules inorganiques dans l'échantillon. En fait. Puis l'échantillon bouillit jusqu'à 600 degrés Celsius. Ça nous laissait le dioxyde de titane intact et aussi le calcium qu'on a vu qu'il y avait beaucoup dans la gomme. Donc ça va être les résultats de la couche extérieure de la gomme XA White. Puis comme on peut voir, c'est 4,72% qui nous restait. Puis on a aussi vu dans l'autre analyse qu'il y avait seulement presque juste du dioxyde de titane, encore une fois. Donc ça serait le pourcentage de dioxyde de titane dans la couche extérieure de la gomme XA White. Et on a un plus grand pourcentage, par exemple, pour la couche intérieure de la gomme. Ça, dans le fond, c'est à cause du calcium parce que son point de fusion est à 800 degrés Celsius. Donc, à cause de ça, il restait beaucoup de calcium. Donc, on ne peut pas séparer, encore une fois, si c'est du calcium ou du dioxyde de titane, mais on a vraiment déduit avec les ingrédients que c'était du calcium qui restait dans celui-là. Puis, finalement, pour la gomme d'Antantine Ice, il restait 14,23% qui peut pas être expliqué c'est quoi qu'il y a dedans. C'est sûr qu'on pense que c'est du dioxyde de titane, comme encore une fois, on a montré dans les analyses plus tôt. Mais encore une fois, ce test-là, on ne peut pas vraiment différencier c'est quoi les particules. Et finalement, l'intérieur de la gomme, il restait 19,09%. Dans le fond, le gouvernement du Canada n'a pas assez de fonds dans son budget pour des recherches plus poussées sur le dioxyde de titane. Donc, n'a pas assez de fonds pour essayer d'informer le public sur les méfaits de la dioxyde de titane et aussi il n'écrit pas sur la liste c'est quoi la quantité qu'on a besoin que ça ait des effets nocifs parce qu'ils ne font pas assez de recherche dessus. Donc ça, c'est un petit commentaire qu'on a à donner à Santé Canada. Et finalement, les produits blancs et blanchissants, c'est plus précisément utilisé pour la catégorie d'âge de la jeunesse parce que les bonbons, les Oreos, tout ce qui est blanc et blanchissant, en fond, ça va contenir du dioxyde de titane. Donc, c'est vraiment pour la catégorie de la jeunesse quand ils vont vouloir choisir des produits à l'épicerie, qui est encore plus, selon moi, grave. Et finalement, j'ai une dernière petite affaire à dire, ça serait dans la crème solaire. Parce qu'on sait que la crème solaire, c'est blanc. Mais par exemple, ce que les pharmaciens ont fait, c'est que quand, dans les années 2000, là, on mettait la crème solaire, notre peau restait blanche. Qu'est-ce que les pharmaciens ont fait? C'est qu'ils ont pris les particules de titane, ils ont mis en nanoparticules parce que les gens vont plus l'acheter parce que quand ils vont la mettre sur leur peau va être moins blanche. Fait qu'ils ça marque que ton réseau est dans le rouge. Okay. Ben, j'avais fini. Okay. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions pour Lauriane? Donc, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Et en fait, je me posais une question. Si j'ai bien compris, tu mentionnais que les personnes, en fait, qu'en France, ils marquaient un peu le colorant, c'était quoi? Tandis qu'au Canada, nous, c'est juste écrit colorant. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ben dans le fond, dans les produits blancs puis blanchissants en France, ils vont écrire E141 qui est le nom du colorant à la place d'écrire juste colorant. Fait que ça fait pas là. C'est presque pareil un peu parce que les deux, on ne saura pas c'est quoi. Fait que c'est juste qu'ils mettent un petit peu plus de clarification en France, mais sinon, ça ne nous aide pas en tant que consommateur là, de
savoir si... C'est bon. Et également, là, tu as mentionné aussi qu'au Canada, il y avait moins de fonds. Ben, ils ne mettaient peut-être pas assez de fonds pour vraiment faire de la recherche sur, pas la dangerosité, mais comme bref, à quel point que ça peut être néfaste pour nous, la particule que tu as mentionnée. Mais est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a des gens qui font plus de recherches par rapport à ça? Est-ce que tu es un peu au courant ou c'est pas mal tout le monde dans le même bateau? À ce que je vois, aux États-Unis, ils n'en ont pas fait, encore une fois, parce qu'on s'est aussi informé aux États-Unis, puis au Canada non plus, mais j'ai pas vraiment regardé autour du monde, là, mais je pense qu'on peut se baser sur les études des autres pays, puis aussi, ben, les effets du dioxyde de titane ont été évalués en France, en France ou en Europe, à Lausanne, par exemple, là. Donc, ça, c'est des recherches qui ont été faites ailleurs dans le monde, là, mais pas pour les gouvernements, puis pour la quantité qu'on a besoin pour que ça se passe. C'est bon. Merci beaucoup, Lauriane. Il y a une question dans le chat de André Leblanc. En fait, elle mentionne que peut-être que j'ai manqué ce bout, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes intéressé au dioxyde de titane dans l'alimentation? On s'intéressait vraiment aux nanoparticules et à l'alimentaire parce que quand on mange beaucoup de choses, manger, c'est pas mal une des affaires principales de notre vie. Puis on met beaucoup de choses qu'on se questionne pas vraiment. Puis dans le fond, on trouvait que de la gomme, en tant qu'étudiant, on mange ça pas mal souvent. Donc c'est pour ça qu'on s'est questionné sur le sujet là, de la gomme, qu'est-ce qui était néfaste dans cet aliment-là. Puis on a trouvé le dioxyde de titane, puis on a fait des recherches plus poussées sur ça. OK. Donc, si je comprends bien, vous avez fait en premier une analyse sur qu'est-ce que contient la gomme et après, vous avez remarqué que il y a du dioxyde de titane ou ça peut être dangereux et que là, par après, vous avez plus recherché les éléments. Oui, c'est ça. Dans le fond, notre microbiologiste là, qu'on a travaillé avec l'Université Laval, il y avait de ses élèves qui faisaient un projet sur le dioxyde de titane, puis qui avaient trouvé là, qu'il y avait vraiment des effets néfastes. Puis dans le fond, nous, on a essayé de regarder c'est dans quels aliments qu'il y avait ça. Puis, comme on a vu, là, c'était pas mal dans une grande quantité d'aliments qu'on mange qui sont seulement pour le marketing. Fait que on s'est vraiment questionné sur ça sert à quoi de mettre ça quand on n'en a pas besoin. Fait que c'est ça. OK. Merci beaucoup, Lauriane. En fait, il y a Véronique aussi qui avait une question. Véronique Thibault, tu peux y aller. Oui, merci. Excusez-moi, j'utilise pas souvent Zoom, puis là, je sais pas où lever ma main, en tout cas, bref. Oui, ma question, en fait, je pense que ça vient un petit peu de celle de Marjorie, là, c'est peut-être un complément à ta question, mais tu parlais des études, justement, qui avaient été réalisées là, pour déterminer les effets néfastes du dioxyde de titane, mais de ce que j'ai compris, est-ce que c'est vraiment, on était surtout dans la phase là, plutôt in vitro, in vivo, là, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'études vraiment cliniques là, chez des patients. Parce qu'il y a tout un aspect aussi de concentration là, quand on parle de toxicité. Fait que ma première question, c'est est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées chez des humains? Puis deuxièmement, est-ce qu'il y a une concentration là, minimale là, qui peut être dangereuse? Ben c'est ça, dans le fond, c'est vraiment la recherche qu'on a besoin puis qui n'a pas été faite, la concentration minimale là, pour la personne lorsqu'on en consomme. C'est à ce qu'on voit en ce moment, la seule étude qui a vraiment été faite pour savoir sur les humains, c'est l'étude in vitro sur des cellules humaines qui a montré que le dioxyde de titane ou à la particule nanométrique a une activité pro-inflammatoire sur les poumons, mais il n'y a pas eu d'études sur la quantité nécessaire là, pour qu'on ait des effets néfastes pour vrai. Donc, c'est vraiment ça l'étude que justement on critique un peu qui en manque parce que ça peut être néfaste, mais on ne sait pas à quel point. T'sais, nous, on a réduit notre consommation de gomme, mais est-ce que c'est comme la cigarette, puis que t'en prends, mettons, un paquet par jour, peut-être ça va moins bien aller qu'une par année? T'sais, on sait pas, c'est ça l'étude qui manque, là, selon nous, là, dans notre recherche. Fait que c'est pour ça aussi qu'on critique la Santé Canada pour ça, ouais. C'est sûr, mais c'est ça, c'est pas Santé Canada non plus qui relève c'est pas le rôle non plus de Santé Canada de faire les études. Oui, ça peut être son rôle de favoriser la recherche, là, mais souvent Santé Canada va plus approuver ou désapprouver certaines. Mais tu sais, mettons qu'on regarde dans le site de Santé Canada, il est écrit information pas encore trouvée. Oui, exactement. C'est ça, c'est que la science n'est pas encore. Bon, mais comme ça sert à. Fait que c'est pour ça aussi, tu sais, on n'a pas les fonds ou le savoir-faire de faire une recherche là-dessus, là, mais
Ouais. C'est qu'il n'y a pas assez d'études, en fait. Il n'y a pas de Ben, données c'est ça. probantes, là, c'est ça. Dans le Les monde autres en ont pas entier. Là, assez ouais. là-dedans, fait que, mais ouais. Il doit en avoir d'autres, pas juste celle-là, mais c'est ça. C'est bon. Ben, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Donc, ben, merci beaucoup, Lauriane, pour ta présentation. Donc, super intéressant, comme Axel a mentionné, genre que tu as fait ces études-là quand tu étais au cégep, probablement, vu que tu as dit Ouais, non. au secondaire. Ça a commencé au secondaire. Puis, Secondaire? ouais. Puis on s'est rendu à l'international à Abu Dhabi. OK. On a été choisi, ouais. Fait que c'était quand même un bon projet de recherche. C'est bon. Donc, tu commences tout dans la science. Ouais. Faire les remerciements pour la soirée. On peut prendre l'avance. D'abord, vous, public, qui êtes là présent, même dans une formule en ligne, on est toujours très heureux et privilégié de vous avoir parmi nous. Également, on fait un merci spécial à notre programmation de présentatrices toutes féminines, puis l'équipe de Bistro Brain pour la collaboration avec Science 1 et également pour le soutien financier au REMDIS. On vous partage que notre prochain événement, qui sera a priori en ligne, va avoir lieu le 9 février, puis on va aborder la thématique préliminaire de la sexualité. On a reçu juste aujourd'hui la confirmation de notre horaire, fait qu'on a bien hâte de vous présenter ça. Donc, merci aussi de la part de Science 101. On apprécie full votre participation. J'aimerais aussi en profiter pour vous annoncer que Science 101 est en recrutement en ce moment. Il y a plusieurs postes à combler au sein du CA, mais aussi à titre de bénévole si vous ne voulez pas prendre un poste au CA. Donc, je vous invite à aller sur le site de science101.ca, puis au plaisir de vous retrouver aux prochains événements, soit Bistro Brain ou Science 101. Merci à tout le monde.